nous sommes riches, riches au sens de la culture, riches au sens de la société, riches au sens de l'histoire, riches au sens de notre capacité de résilience, riches au sens de notre anthropologie même. Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Chers auditeurs de Radio Côte Caraïbe, aujourd'hui nous sommes en visioconférence avec Madame Johanna Vira-Patirin qui a donc édité un ouvrage, La petite économie insulaire de la Guadeloupe, bilan, enjeux et perspectives. Bonsoir Johanna. Bonsoir Myriam. Merci de nous accorder ce moment avec ton emploi du temps assez chargé. Et donc, tu es enseignante et chercheur à l'UA, donc à l'Université des Antilles. Et je voudrais justement que tu puisses te présenter et surtout, au travers de ton parcours, comment es-tu arrivé à ce niveau? Parce que je rappelle, nous sommes aussi en période de Parcoursup pour nos jeunes, donc ça peut donner des idées. Est-ce que donc je te laisse te présenter et donner donc ainsi une idée de ton parcours? Alors, donc je m'appelle Johanna Pierre-Justin Vira-Patirin, je suis docteur en sciences de gestion, enseignant-chercheur à l'Université des Antilles. Donc, pour la petite histoire, j'ai été d'abord une enseignante chargée d'enseignement vacataire à l'université. C'est-à-dire que j'étais professionnelle et qu'un jour, j'ai eu une belle expérience à l'université pour 20 heures de cours. Et puis, j'ai été emballée tout de suite à l'idée de diffuser un savoir, des savoir-faire, des savoir-être à des jeunes, voilà, de la Guadeloupe. Et j'ai envisagé assez rapidement un revirement de carrière. Donc, j'étais déjà détentrice d'un DESS, Bac plus 5, en économie et gestion. Donc, à la suite de cette vacation, je me suis lancée, aventurée, dans un parcours de thèse de doctorat que j'ai finalement soutenu l'année dernière, voilà, le 4 juin 2021, l'an dernier, sur les styles de management insulaire. Donc, à la suite de cette thèse de doctorat, j'ai passé ma qualification, ma maîtrise de conférence. Et voilà, je suis donc devenue maître de conférence en sciences de gestion à l'Université des Antilles. Très bien. Alors, dis-nous justement comment l'enseignement a pu nourrir ta recherche et peut-être inversement. Alors, l'enseignement, vous savez, pour moi, l'enseignement, si je devais définir l'enseignement, c'est diffuser un message d'amour, simplement. Donc, un message d'amour passionné pour son métier, pour sa profession, pour ses compétences à des jeunes. Diffuser donc des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Et c'est aussi une expérience d'humilité qui vous remet en question sur ce que vous êtes, sur la manière de faire les choses, la manière de comprendre, digérer pour être en mesure de transmettre. Et j'avoue que le regard de mes étudiants m'apprend chaque jour à mieux tisser les tremplins entre l'enseignement, la recherche et mes responsabilités pédagogiques de chef de département GEA que j'occupe dans le cadre de mandat. Voilà, je suis élue chef de département GEA. Et est-ce que justement la recherche te permet de nourrir cet enseignement que tu diffuses auprès de nos jeunes Guadeloupéens et aussi, est-ce que cet enseignement te permet à son tour de nourrir la recherche? On acquiert l'humilité du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Ce que l'on sait, c'est que l'on ne sait rien. En étant en face de jeunes, on est censé pouvoir se remettre en question quotidiennement sur sa manière de faire, de mieux faire les choses, d'aborder la pédagogie, y compris de manière différenciée. D'accord? Et donc, cette posture d'humilité ouvre tous les champs d'apprentissabilité, d'apprentissage et de quête de connaissances nouvelles. Donc, ça alimente la façon de concevoir la recherche pour moi. Et puis, ma recherche porte sur les styles de management insulaires postcoloniaux. Donc, j'étudie, je recherche, j'informe sur les styles de management insulaires que j'enseigne
dans le cadre des cours de gestion des ressources humaines, de management à l'université. Dans le cadre de nos cours, par exemple, en tant que chef de département, et tous les chefs de département de gestion l'ont, hein, nous avons une latitude pour créer des adaptations régionales. Et j'ai eu la chance, par exemple, de créer le cours de management des activités caribéennes. Donc, c'est extraordinaire comme possibilité. On explore, on découvre, on est en quête de connaissances nouvelles dans le cadre de la recherche que l'on met à profit de nos étudiants, à profit aussi d'étudiants en reprise d'études parfois, hein, d'accord, de salariés qui peuvent après mettre cette même connaissance, ces mêmes savoirs, ces mêmes savoir-faire, ces savoir-être au service de leur entreprise demain. Voilà. Alors, comment petit à petit, je suppose que c'est un cheminement, passe-t-on de la recherche à l'écriture d'un livre? Alors, je ne sais pas pour tout le monde. Je prendrai l'exemple que je maîtrise le mieux, le mien. Pour ma part, le jour de ma soutenance de thèse, mon directeur de laboratoire, monsieur le professeur Alain Morin, m'a fortement encouragée à vulgariser la connaissance scientifique que je présentais dans le cadre de mes travaux de recherche de thèse de doctorat. Et puis, donc c'était en 2021 et je lui ai dit, je me suis engagée à revenir vers lui en 2022 pour la publication d'un ouvrage, ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé la rédaction de mon ouvrage en août 2022 pour soumettre aux évaluateurs de mon éditeur, l'Harmattan, l'ouvrage en septembre 2022. Donc, ça fait 3 semaines de rédaction intensive. Mais pour ma part, donc, la rédaction de l'ouvrage porte essentiellement sur mes recherches. Il s'agit d'une vision synthétique de la recherche avec par endroits de nouvelles approches complémentaires sur les enjeux de la Guadeloupe. Voilà. Alors, justement, avant d'y venir, je vais encore insister sur ce travail d'écriture que tu as eu à faire. Euh, A-t-il fallu que tu revoies le style de ton écriture, l'organisation même de l'ouvrage par rapport à ce que tu as pu présenter pour tes recherches pour ton doctorat? Globalement, une thèse de doctorat est validée par différentes instances d'évaluation. Hein. Vous avez des scientifiques, des pairs, hein, des professeurs d'université qui valident en première instance la possibilité de soutenir ou pas la thèse. Et ensuite, le jour de la soutenance, vous savez si vous accédez au grade de docteur, moi, pour ma part, docteur en sciences de gestion. Donc, le travail de thèse, le travail de recherche était déjà validé par mes pairs. Donc, mon style également d'une certaine manière. J'ai pas eu à revoir le style. Par contre, ce que je voulais, c'était vraiment avoir une approche un peu plus synthétique, plus accessible au grand public. Donc, effectivement, j'ai eu la chance de me relire et de me faire relire. Et je voulais aussi aborder les enjeux contemporains de notre petite économie insulaire de la Guadeloupe, ce qui m'a valu, voilà, un complément de réflexion personnelle sur les enjeux, on en parlera, j'imagine, plus après, du retour au pays, de l'autonomie alimentaire, de l'économie verte, de l'économie bleue. J'ai abordé aussi des sujets tels que le développement durable, que je n'abordais pas comme étant des enjeux dans le cadre de ma réflexion de thèse, mais que j'ai jugé nécessaire d'éclairer dans le cadre de mon ouvrage La petite économie insulaire de la Guadeloupe. Très bien. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, hein, en moins de 3 semaines, tu as pu livrer cet ouvrage à ton éditeur. Justement, comment s'est fait ce choix? Pourquoi l'Harmattan et pas un autre éditeur? Je crois que l'Harmattan est le premier éditeur de France. Et pour être sincère, je ne m'y connais pas du tout. Je n'ai pas de réseau capable de m'appuyer dans le cadre de la rédaction ou même de l'édition. Et je me suis dit, quitte à publier un ouvrage, il vaut mieux aller vers le meilleur, le premier, le plus grand, qui m'offrira au moins l'accès à la notoriété de l'ouvrage que j'envisage. Voilà.
savez, on ne fait pas un livre pour de l'argent, on ne gagne pas beaucoup d'argent en vendant des livres, sauf si on en vend des millions. Mais l'idée est de se faire connaître ou connaître sa recherche, ses travaux à travers un ouvrage. Et donc, je me suis dit, voilà, plutôt tenter l'Harmattan. Voilà. Très bien. Alors, on va marquer une légère pause pour nous permettre de revenir ensuite sur l'ouvrage lui-même et comment justement il a été accueilli par le public. Donc, je te propose qu'on fasse cette petite pause et puis on revient dans un instant. Avec plaisir. Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Nous sommes avec Madame Pierre-Justin Virapatirin-Johanna qui nous propose cet ouvrage La petite économie insulaire de la Guadeloupe, qu'elle a appelé aussi PEI. Bilan, enjeux et perspectives. Justement, Johanna, peux-tu nous dire finalement qu'est-ce que c'est qu'une PEI? Alors, une petite économie insulaire est une île, en fait, d'accord? Caractérisée par de nombreuses richesses, des richesses sociétales, des richesses environnementales, des richesses historiographiques, euh, des richesses anthropologiques et en même temps par des vulnérabilités, notamment environnementales. Vous savez, une île se trouve à distance d'une métropole, donc en cela, elle est soumise aux aléas climatiques, aux aléas sismiques, aux aléas vulcanologiques, aux aléas climatiques tels que les cyclones. D'accord? Une petite économie insulaire est également caractérisée par des vulnérabilités économiques. Du fait d'être éloignée d'une métropole d'au moins 100 km, elle est soumise à tout type de chocs exogènes externes. Je prendrai un exemple, le plus simple. Prenons l'exemple de la Guadeloupe, si nous vivons une grève des transports, par exemple, tel qu'il soit aérien ou maritime, nous aurions à déplorer, nous aurions en conséquence ou en guise d'inconséquence un impact sur l'acheminement des biens privés et publics. D'accord? Donc, vulnérabilité environnementale, j'ai dit en un, vulnérabilité économique, mais également vulnérabilité sociale du fait de l'historiographie des petites économies insulaires qui, dans la plupart des cas, j'ai envie de dire, sont impactées de l'histoire postcoloniale. Bien, alors justement, moi, ce qui m'interpelle assez souvent, et tu le dis aussi dans cet ouvrage, on parle souvent de la Guadeloupe comme un marché restreint, et pour autant, on voit de grands groupes s'y installer. Comment est-ce que toi, tu l'expliques? Alors, je ne parle pas de marché restreint, mais je parle de marché exigu. En cela, si pour être un peu synthétique, un marché exigu ne présente pas les mêmes possibilités en termes d'économie d'échelle. Comment dire? Normalement, dans un grand pays, si une entreprise produit, plus elle produit, plus ses coûts de revient en termes de production diminuent. D'accord? Au bout d'un moment, en termes de production, on accède à des économies d'échelle. D'accord? Dans une économie insulaire, ça peut être le contraire. Plus on produit, plus on a besoin de main-d'œuvre à importer, de matières premières à importer. Et finalement, le coût de revient ne permet pas forcément, proportionnellement à la production, d'accéder à des économies d'échelle, mais plutôt voir à des économies d'échelle. Donc, on ne parle pas de restriction parce que les possibilités de création, de créativité, de collaboration et d'ouverture de marché, y compris, comment dire, sur la sphère digitale, hein, on a des possibilités infinies. Donc, je ne parle pas de marché restreint, mais de marché exigu au sens de l'insularité, d'accord? Et de marché contraint par l'isolement, contraint par l'éloignement, contraint par l'accessibilité un peu plus difficile des biens privés et publics. Voilà.
Alors, justement, tu nous disais à l'instant, on parlait de ce qui caractérise ces PEI, donc la vulnérabilité, mais aussi ses Et les richesses. richesses, les deux. Ah, voilà, tout à fait. Alors, justement, est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce qu'on a toujours l'impression qu'on regarde nos territoires que de point de vue négatif. On ne peut pas, on n'y restreint pas. Tu l'as dit aussi, exigu. Comment, justement, au regard de cette analyse que tu as pu mener, on peut en tirer justement ces richesses et les développer pour permettre toutefois un développement? Nous sommes riches, comment dire, oui, on peut considérer par endroits que notre économie est artificiellement dopée par les appuis financiers extérieurs, et notamment européens et français. Très bien. Nous sommes riches, riches au sens de la culture, riches au sens de la société, riches au sens de l'histoire, riches au sens de notre capacité de résilience, riches au sens de notre anthropologie même. D'accord? euh, nous sommes le fruit de syncrétisme de plusieurs cultures. Moi, je vais vous donner un exemple, l'exemple gastronomique que j'aime bien, que j'ai beaucoup de plaisir à aborder. Pour manger un plat français à connotation un peu typique, en Guadeloupe, on peut s'asseoir à un restaurant et se faire servir pour 40 euros. On est d'accord? Circuler dans la Caraïbe, accéder à ce niveau de gastronomie à partir des produits du terroir, vous êtes à 200 $ le plat. C'est une richesse. Ça veut dire qu'on sait, à partir de nos cultures indiennes, africaines, syro-libanaises, euh, européennes, concocter le meilleur du fruit. Donc, ça peut être dans le domaine gastronomique, ça peut être en matière de culture. Regardez nos métissages, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Vous allez dire, je suis de culture libanaise, je suis de culture indienne, je suis de culture afrodescendante, je suis de culture indienne. La culture n'est pas une apparence. La culture n'est pas une carnation de peau. La culture est une façon de penser. Et ici, elle est métissée. Donc, elle est encore plus riche parce qu'elle croise toutes ces données pour en porter le fruit. Donc, c'est un fruit que nous pouvons partager ici et ailleurs et révéler toute la résilience de toutes ces cultures simultanément. Et j'ai envie de dire avec fierté et héroïsme. Voilà. Alors, c'est justement à cela que tu fais référence quand tu parles de ces syncrétismes culturels. C'est bien Quand ça? je parle, quand je parle de syncrétisme culturel, je parle au-delà du métissage, du mélange, de toutes ces possibilités de croiser les interstices entre les cultures pour en porter le fruit, en fait. Voilà. Pour moi, je parle de syncrétisme magico-religieux. Ouais, bon, c'est peut-être pas la facette dont on est le plus fier ou dont on parle le plus spontanément, mais nous avons hérité, par exemple, de culture, de rites magiques d'Afrique, euh, au départ interdits dans le cadre de notre histoire, d'accord, surtout par la religion catholique qui infantilisait l'afro-esclave, d'accord. Et au final, nous avons tendu vers la religion catholique, mais rien n'exclut les deux pratiques, les rites d'afrodescendance et puis cette culture de l'ancêtre, cette culture autour de la mort qui se mêle à la religion catholique. De la même manière, pour les plats, quand je parle de syncrétisme, c'est la même chose. Un bon colombo, aujourd'hui, en 2022, ça se mange avec un riz basmati. Le riz basmati ne vient pas de la Guadeloupe. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Ça se mange avec un petit gratin à côté, c'est européen. Et c'est comme ça dans tous les domaines de notre culture. Nous avons des richesses, mais infinies. Quand je parle d'anthropologie, d'ethnologie, quand je parle de, 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 de rites, de survivance, pour moi, ça fait de nous ce que nous sommes et des Antillais, des Créoles forts, fiers, résilients,
capables de vivre ensemble sur un même territoire et d'avancer ensemble pour co-construire un modèle de vie hors du commun. On est d'accord, c'est extraordinaire. Alors, avant de passer à cette dernière partie, je voulais quand même profiter de ton expérience et justement de ce regard d'observateur. Euh, on a reçu ici à Radio Côte Caraïbe différentes personnalités de notre société où on parlait justement de la situation du management et des conditions de travail en Guadeloupe. Je voudrais que tu puisses nous donner ton point de vue sur ce qui se passe dans différentes entreprises, dans différentes organisations aujourd'hui. Alors, je tiens à préciser qu'un chercheur doit se départir de toute forme d'idéologie. Un chercheur est en quête d'informations et de connaissances nouvelles et doit, si possible, tendre vers de nouvelles connaissances scientifiques à diffuser au grand public ou à un monde plus scientifique. D'accord? Donc, ma recherche s'est attelée dans le cadre de la thèse de doctorat à analyser la perception de 36 dirigeants d'entreprise en entretien semi-directif, donc des entretiens assez longs d'1 heure et demie à 2 heures, et également 200 entretiens de collaborateurs cadres supérieurs d'entreprises de plus de 60 salariés. Donc, ce qui m'a permis de croiser une analyse à la fois qualitative, mais aussi une analyse plus quantitative à partir des 200 observations dont je vous parle, et d'établir un regard au-delà de l'aspect théorique, un regard assez croisé en termes de secteur, en termes d'âge, en termes d'expérience, en termes de type d'entreprise sur le management local. Il s'avère que notre petite économie insulaire de la Guadeloupe priorise un style de management paternaliste à connotation postcoloniale. Bien entendu, ce style paternaliste présente des facettes très variées en fonction du secteur, en fonction de l'âge du dirigeant, en fonction de la culture du dirigeant, en fonction de l'ancienneté au sein de l'entreprise, en fonction du genre et tout le reste. Et donc, le style de management est un style patriarcal qui établit un peu la perception de la famille et qui l'élargit au sein de l'entreprise. D'accord? C'est une forme de système fondé sur la sanction et la récompense, le bâton et la carotte, qui s'appuie sur la hiérarchisation de la prise de décision, la hiérarchisation de la communication, le manque de participation des collaborateurs de manière horizontale à l'information de l'entreprise, et qui, en Guadeloupe, présente un biais particulier quand je parle de connotation postcoloniale, qui présente le biais de la dimension affective personnalisée. Donc, ce style de management paternaliste, attention, on le retrouve dans des grandes entreprises, dans des grands groupes familiaux, en France, dans plusieurs grands pays du monde, des entreprises qui fonctionnent, qui génèrent de la productivité, de la performance. C'est un style qui peut fonctionner. Mais en Guadeloupe, le style de management paternaliste présente un biais, celui de la dimension affective et personnalisée. C'est-à-dire que vous aurez des grilles de rémunération indiciaires négociées en fonction de l'affect, en fonction du lien à la famille, direct, indirect, de la cooptation directe, indirecte, de la personne recrutée, du collaborateur, par rapport aux dirigeants. Vous aurez des grilles de rémunération, des grilles d'avantages, des pratiques de la gestion opérationnelle des ressources humaines harmonisées en fonction de ces dimensions affectives, ce qui crée un biais. Un biais peut être rectifié, on est d'accord, parce que je considère qu'il n'y a pas de faiblesse, que tout peut être transformé en atout. C'est comme ça, mais on peut transformer en atout. Et c'est vrai que j'ai envie de dire beaucoup, j'ai envie de partager énormément avec vous, mais en même temps, j'aimerais que vous ayez envie de lire cet ouvrage à l'issue de l'entretien de sa présentation. Et donc, je vous laisse découvrir comment ce biais pourrait être rectifié, par quelle méthode à la lecture du livre. Voilà. Eh ben, justement, j'ai envie de te demander maintenant, toi qui as parcouru déjà la Guadeloupe, hein, de Grande-Terre à Basse-Terre, tu as présenté ton livre déjà dans des cafés littéraires, dans différentes rencontres.
comment, aussi bien à des universitaires qu'au grand public, comment justement ceux-ci ont accueilli ton ouvrage? Comment a-t-il été perçu jusqu'ici? Alors, j'ai vraiment, comment vous dire ça, beaucoup d'humilité. C'est mon premier ouvrage, donc j'ai un regard. Je ne sais pas s'il présentera avec objectivité les faits, mais au-delà des présentations de l'ouvrage, ce qui nourrit vraiment l'intérêt pour le fruit de la recherche présentée dans le livre, euh, ce sont les échanges entre le public, les lecteurs et moi-même. Lundi, nous avions un café littéraire, mais j'étais enchantée de faire la connaissance de personnes que je n'ai jamais vues en vrai, qui me suivent sur Internet, que je n'avais jamais croisées, que je ne connaissais pas, et qui s'intéressent aux modalités de ma recherche et aux résultats, aux connaissances nouvelles apportées dans le cadre de la recherche sur notre pays. Donc, le livre n'est pas qu'un panorama économique ou statistique de la Guadeloupe. C'est vrai que c'est une petite économie insulaire, c'est le titre du livre, mais le livre représente un panorama de nos spécificités culturelles, de nos origines culturelles indiennes, syro-libanaises, afrodescendantes, européennes, créoles. Le livre présente nos origines ethnologiques. Le livre présente l'origine de l'entreprise locale qui est domaniale. Alors, maintenant que tout un chacun t'a entendu via cet entretien, justement, nous sommes maintenant en février 2023. Quels sont déjà les prochains rendez-vous qui nous attendent pour te rejoindre, justement, et continuer à échanger avec toi? Alors, il est prévu officiellement le samedi 25 février une dédicace à la librairie Cultura de Destréland de 9h à 13h. Ensuite, il est prévu différents cafés littéraires et rencontres avec des clubs particuliers, soit en commune ou des clubs d'entrepreneurs féminins. Les dates ne sont pas encore décidées, fixées, mais seront très rapidement et de manière transparente transmises sur mes réseaux, Docteur Johanna Pierre-Justin Virapatirin, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. Et puis, je vous montre aussi de belles vitrines de la Guadeloupe. Donc, profitez-en pour vous rincer les yeux et profitez de cette beauté, de cette richesse insulaire, vraiment. Alors, au travers de ce livre, je le rappelle, hein, La petite économie insulaire de la Guadeloupe, bilan, enjeux et perspectives, tu fais donc ce focus sur la Guadeloupe. Est-ce que dans le cadre de ce travail et de cet échange créole et multiple, tu seras amené justement à le présenter en Martinique ou même en France? Alors, à Saint-Martin, déjà, je mets dans les petits papiers. Oui. À Saint-Martin, officiellement, dans le cadre du Festival des Identités. En Martinique, c'est prévu également, mais il n'y a pas de date. Je vous parle que des choses datées, c'est plus simple. Bien En France, sûr. au sein de club antillais. Voilà. Très bien. Eh bon, il ne nous reste plus qu'à inviter nos auditeurs à te rejoindre et bien sûr à s'imprégner de ce livre. Hein, je rappelle, La petite économie insulaire de la Guadeloupe, bilan, enjeux et perspectives. Et puis, on termine, si tu veux bien, nous donner un dernier mot pour nos auditeurs de Radio 4 Caraïbes, s'il te plaît, Johanna. Alors, je remercie Myriam Malo et l'équipe de la radio Compte Caraïbes de m'avoir accueilli aujourd'hui en interview pour mettre en vitrine mon premier ouvrage, La petite économie insulaire de la Guadeloupe, aux éditions L'Harmattan. Et sincèrement, je vous invite à le lire parce que c'est un cadeau que je voulais offrir aux Guadeloupéens, offrir aux amoureux de la Guadeloupe, offrir à toute personne qui souhaiterait mieux découvrir et mieux comprendre la Guadeloupe. Et l'idée, c'est de vraiment mieux faire ensemble, mieux avancer ensemble, et puis pardonner, avancer pour co-construire un nouveau modèle bienveillant pour notre Guadeloupe. Voilà. Donc, il ne reste plus qu'à le lire et construire ensemble notre avenir, comme tu l'as dit si bien. Bienveillant. Absolument. Merci encore, Johanna, pour cet entretien que tu nous as accordé. Hein. On le rappelle, donc, on n'a plus qu'à te suivre aussi sur les réseaux sociaux pour connaître les prochaines dates en Guadeloupe, en Martinique et ailleurs. Merci encore et on se dit à très bientôt.
À bientôt!